Ah ben dites-le. Alors je suis ici pour vous présenter brièvement, parce que c'est lui qui va raconter l'histoire justement, un ouvrage de notre ami Brice Depasse, dont il vient de me parler. Alors moi déjà j'étais très très à l'écoute de ce qu'il m'a raconté, et je pense que c'est l'angle choisi est vraiment une façon très détournée et assez inattendue, je crois on peut le dire, de parler des Beatles, mais je te laisse, voilà, l'ouvrage est ici, Brice est à côté, et bien sûr se fera un plaisir de vous en dire plus et de signer des ouvrages, mais il va vous expliquer lui-même ce qu'il a fait, et alors personnellement ça me touche énormément, puisque à l'origine c'est un musicien, il va vous dire ça, mais comme je suis musicien aussi, voilà, ça me touche. Donc je laisse Brice nous expliquer. Oui, c'est une histoire de fans des Beatles, qu'on est tous ici, mais c'est un fan des Beatles en live, puisque c'est un fan de la première heure dès 1963. C'est le jeune Dan Laxman à Bruxelles. Alors Dan Laxman, c'est quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, puisque c'est un très grand fan des Beatles. Mais quand il est adolescent en 1963, et puis quand il va vivre cette aventure en 1968, il ne sait pas que quelques années plus tard, il deviendra un des pionniers de la musique électro dans le monde, puisqu'il est un des 3 membres du groupe Telex, qu'il est le technicien du groupe Telex, c'est celui qui met au point tous ces ordinateurs, synthétiseurs à l'époque où ils sont grands comme des armoires et qui sont très difficiles à transporter et surtout à mettre au point, et qui va créer ces sons si incroyables que sont, par exemple, cette énorme ligne de basse qu'il y a sur Born to Be Alive, ce son si particulier du Banana Split de Lio, ou du Tombé pour la France d'Étienne Dao, et puis bien sûr tous les disques du groupe Telex. C'est Telex, rien moins que le premier groupe électro qui a fait rentrer cette musique à l'époque qu'on appelait tous des disques de synthé, hein. C'était des Klaus Schulze, des Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre, et eux, ils ont fait rentrer ça dans les boîtes de nuit. Ils ont vraiment été les premiers, ils ont influencé énormément de monde. Il y a des gens comme les Dépêche Mode se revendiquent d'eux, ou ZZ Top, hein. Bill Gibbons est un grand ami à eux, et c'est eux, Telex et Dan, qui vont lui donner cette idée, après plus de 10 albums de ZZ Top, d'utiliser la technique de Telex et de remplacer la batterie et la basse par des rythmes automatiques, et ça va donner Gimme Your Loving, le premier gigantesque tube mondial de ZZ Top. Et donc, à l'âge de 18 ans, il est né en 1950. Dan Laxman, c'est un gars comme nous, il va à l'école, il vient de terminer ses humanités, il est fondu des Beatles, je vous l'ai dit, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son sac à dos, et pour ses grandes vacances, il dit à ses parents: je vais à Londres, je vais rencontrer les Beatles. C'est vraiment un truc de ouf, parce que aujourd'hui on a l'impression que toutes ces données qu'on a sous la main, elles ont toujours été là grâce à Internet. À cette époque-là, il ne sait même pas où aller. Et Londres, c'est une ville mais qui est juste gigantesque, et pourtant je pense qu'il a la chance des passionnés. Dès son arrivée, il tombe sur quelqu'un qui fait partie des Apple Scurfs, donc qui étaient ces fans qui faisaient le pied de grue devant chez les Beatles et devant le studio Abbey Road. Et oui, justement, c'est encore le coup de bol. Les Beatles sont en train d'enregistrer ils allaient aussi devant Apple, le bureau des Beatles à Londres. Enfin, ah oui, aussi, oui. C'était des jeunes, surtout des jeunes femmes, hein, disons-le franchement, qui étaient partout. En l'occurrence, lui, c'est une jeune femme, et donc on en a fait une des héroïnes, et c'est une Française. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour le thème du Beatles Day d'aujourd'hui, qui va l'emmener devant chez Paul McCartney, qui à ce moment-là habitait tout près du studio EMI. Et après, comme c'est un grand timide, c'est ça qui est fascinant dans le personnage. Et Dan est toujours, aujourd'hui, alors qu'il est reconnu mondialement, il est toujours un grand timide. Et moi, j'ai remarqué un truc de ouf, c'est que les grands timides, à un certain moment, ils osent tout. Ils osent faire des trucs que les autres n'osent pas faire. D'ailleurs, George Harrison était aussi un timide, et c'est lui qui balançait les vannes les plus invraisemblables à des moments stratégiques, voire même dangereux, si vous connaissez un peu l'histoire des Beatles. Et quand ils vont chez John Lennon et quand ils vont chez George Harrison, eh ben lui sonne à la porte. Il ose
vous imaginez, vous, à l'âge de 18 ans, en train de sonner chez John Lennon. Tous les autres qui sont avec lui et qui sont là depuis des mois à traîner ne l'ont jamais fait. Ils se reculent parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, je ne vais pas faire le coup bateau de vous dire, c'est dans la BD, mais voilà, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, vous la connaissez probablement, mais c'est 15 jours de dingue, puisque pendant l'été, c'est aussi le moment où Yellow Submarine, en 68, sort au cinéma. Et donc, quand on a 18 ans, vivre une aventure pareille, je pense que c'est vraiment fondateur dans une existence. Et ça a été à tel point fondateur qu'en rentrant, il venait de terminer ses humanités au mois de juin. En rentrant, il dit mon métier, non seulement ça va être la musique, mais comme en 68, on est juste encore dans le mouvement de Sgt Pepper, de tous ces trucs de fous qu'ils ont produits au niveau du son. Il dit non seulement il va être dans la musique, il va travailler comme ingénieur du son, mais ça va être la technique et de pousser justement cette technique dans ses derniers retranchements. C'est l'époque de l'album de musique électronique de George Harrison, vous voyez, c'est pas un hasard. Oui, puis c'est l'enregistrement, enfin l'été 68, c'est l'enregistrement de l'album Blanc, qui est quand même un album patchwork complètement incroyable, sur lequel il y a des morceaux qu'on pourrait qualifier de hard rock, il y a des ballades, il y a des morceaux limite symphoniques avec des cordes, et je pense que forcément que ce kaléidoscope musical fait partie enfin de ce qu'a dû influencer assurément Dan, qui toute sa vie a quand même fait ça aussi, lui-même ayant travaillé avec des gens, comme tu l'as dit, très différents, quoi. C'est vrai qu'avoir vécu ça, je dirais, au jour le jour, ça a quand même dû être une grande aventure, même pour les fans, quoi. Quand on était chez soi, quand on entend le son de Help, et puis 2 ans après seulement ce qu'ils font sur Sgt Pepper et sur tous ces singles, mais ça n'a plus rien à voir, c'est une révolution totale. Alors oui, bien sûr, elle a influencé des tas d'autres musiciens, des gars qui étaient déjà musiciens dans l'âme et qui ont dit on va faire la même chose. Mais enfin, nous aussi, on n'a pas tous formé un groupe, on ne s'est pas tous mis à chanter, mais nous aussi on a pris ça, je dirais, en plein dans le visage, en plein dans notre être, et ça nous a quand même ouvert c'était une aventure, la musique. Oui, et puis ce qui est drôle aussi, c'est que Dan a vraiment versé dans ce qu'on appelle la musique électronique, mais c'est aussi en 68 que George Harrison a été un des premiers musiciens anglais de sa génération à acquérir un synthétiseur qu'on va entendre beaucoup plus d'ailleurs sur Abbey Road que sur le double blanc. Mais en l'occurrence, ce qui était complètement fou, c'est que George, forcément, en tant que membre des Beatles, avait les moyens d'acheter cet instrument qui, à l'époque, venait sous la forme d'un... Vous voyez les vaisseliers pour ranger la vaisselle, et ben c'était grand comme ça, c'était un truc monstrueux. Et alors le gag, Chris Thomas nous l'a raconté quand il est venu au Beatles Day, et il l'a souvent dit, mais il l'a répété ici, c'est qu'en fait, les Beatles étaient face à cette machine. Il y avait quand même un clavier sur lequel on pouvait jouer, parce que les premières versions, il n'y avait même pas de clavier. C'est-à-dire qu'en fait, il en sortait des bruits bizarres en branchant les trucs un peu au hasard. De temps en temps, il y a un son là, on va essayer de faire quelque chose. Et là, il y avait quand même un clavier, mais le fait est que les Beatles ne savaient pas quoi faire avec les Beatles, et ceux de cette génération-là, Pete Townshend avec les Who, pareil. Et il fallait qu'il y ait un technicien, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas un musicien du tout, mais qui était un technicien qui arrive à faire quelque chose qui ressemble à de la musique, à quelque chose de musical, et à partir de là, ils ont pu l'utiliser. Le morceau des Beatles où le synthétiseur est très flagrant, donc c'est 1 an plus tard, c'est sur Here Comes the Sun, où il y a vraiment des descentes, des arpèges qui auraient pu être faites par des cordes, mais il faut savoir que c'était un instrument, il fallait être courageux, et quand on regarde les photos des années 60-70, des groupes progressifs, et on voit les synthétiseurs derrière, l'exemple type c'est Keith Emerson, Lake and Palmer,
On voit Keith Emerson, qui est déjà un grand allumé. Hein, c'est-à-dire, en plus, ça picolait pas mal de ce groupe-là. Et en fait, il est devant une armoire. Alors, il violente son orgamon, il fait tout ce qu'on veut. Et puis, il y a un mur de technologie avec des fils, etc. Après, les petites versions, aujourd'hui, les synthétiseurs, il y a même des plugins, donc il n'y a même plus besoin d'avoir... Et après, les synthétiseurs sont devenus petits. Roxy Music, Brian Eno, sur scène, il jouait de quelque chose qui était grand comme le retour, là. Et donc, bon, ça devenait à peu près humain. C'était transportable. Mais là, c'est drôle. Quand on voit le parcours de Dan et le fait que ce soit cet été-là, c'est plutôt incroyable. Alors moi, ce que je trouve... Il faut que tu nous parles un petit peu aussi de la personne qui a fait les illustrations. Oui, parce que c'est... Enfin, honnêtement... Il n'y a même pas besoin d'être fan des Beatles pour apprécier la qualité d'un roman graphique comme celui-là. Alors si en plus vous l'êtes, c'est génial. Oui, donc il est français, lui aussi. Il s'appelle Aurélien Bodina. C'est un gars qui a travaillé très longtemps dans les studios Disney. Donc quand vous allez à Disneyland, vous allez parfois monter dans soit des attractions, soit des magasins qui ont été designés par lui. Là d'ailleurs, il laisse un peu comme ce que Spielberg et Lucas ont fait, laisser des petits gags à gauche ou à droite dans le décor qu'il est le seul à savoir. Il a aussi travaillé pour Universal Film, et donc c'est un créateur d'affiches de cinéma. Donc on a énormément vu d'affiches de films dessinés par lui. Et ce qu'il m'a dit, lui, c'est qu'il avait envie de faire quelque chose qui soit, et ça tombait bien, très pop. Et c'était l'occasion aussi de montrer le Londres de 1968. Parce que autant quand on était jeune, on s'imaginait en 1968 qu'il n'y avait que les Beatles à Londres. Bah oui, on savait qu'il y avait les Rolling Stones aussi. Mais tous ceux qui étaient encore en devenir, ils vivent là. Il faut bien qu'ils soient quelque part. Et donc on a ajouté dans le récit une rencontre avec David Bowie dans un cinéma. Ils sont en train de regarder en 68 2001 Odyssée de l'espace, et voilà, petit clin d'œil. Bowie dit tiens, ça serait bien que j'en fasse une chanson, c'est tellement impressionnant. Et puis à un autre moment, Dan est en train de courir et il va se cogner contre Freddie Mercury sur un trottoir de Kensington, qui sort du magasin magasin de fringues qu'il tient avec Roger Taylor, donc futur batteur de Queen, et qui va dans ce qu'il appelait ses bureaux, à savoir la cabine téléphonique qui était sur le trottoir. Voilà. Donc, on s'est amusé aussi des codes du roman graphique pour introduire, parce que c'est vrai que cette histoire, je la connaissais depuis longtemps. Dan me l'avait racontée il y a très longtemps, et un jour que je suis venu pour le présenter avec un grand collectionneur des Beatles qui s'appelle Jacques Volcouve et qui est parisien lui aussi, je vois un vieil étui photo comme j'avais plus vu ça depuis 20-25 ans dans son studio. Je dis c'est quoi? Et alors il ouvre, et en fait il y avait toutes les photos, parce que Dan avait fait quelque chose qu'on ne faisait pas à l'époque. Non seulement il avait fait des photos, mais il était parti avec 2 films, un film en noir et blanc et un film couleur. Donc toutes ces rencontres avec les Beatles, il les a photographiées, et c'est là que ça devient fascinant. Et surtout intéressant pour un raconteur d'histoire, c'est qu'on peut raconter ce qu'on voit et imaginer ce qu'on est quand on est un gamin de 18 ans, qu'on arrive devant le studio EMI, et puis tout à coup on dit « tu peux bien te retirer ?» Il y a une voiture qui passe à côté de lui, il se retourne, la vitre est baissée, c'est Paul McCartney au volant. Et il a ce réflexe de faire tout de suite la photo, elle est magnifique. Cette photo de McCartney à bord de sa voiture est juste magnifique. Mais c'est un instantané, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, avec nos GSM, on a l'habitude de prendre 2000 photos. On ne faisait pas ça à l'époque. Les photos, ça coûtait cher. Il y en avait que 12 sur le film, il fallait faire gaffe. Et à ce moment-là, il y a un type qui passe entre lui et la portière. Et c'est John Lennon qui était dans la voiture, qui a fait le tour. Et il prend toutes les photos des 4 Beatles qui arrivent. Et puis après, il a fait les photos en couleur chez George Harrison avec sa voiture qu'il avait peinte aux couleurs psychédéliques, sa façade. C'est vraiment une expérience incroyable. Les anecdotes sont folles. Hein. Quand il va frapper chez George Harrison, il entend de la musique, 2 guitaristes qui jouent. Et c'est sûrement Clapton et Harrison qui répètent « While my guitar gently weeps ». Donc vraiment le hasard. Et Georges qui va lui ouvrir, et qui, je vous disais, comme tous les timides, qui est très mécontent qu'il le dérange pendant sa répète, et qui va le remballer à moitié, heureusement. Ils vont récupérer ça par après.
Donc là, si vous n'avez pas envie d'acheter le m'appelle livre, je ne comprends plus rien. Donc voilà. On va vous laisser, on nous fait comprendre qu'il y a de la musique qui arrive derrière. Donc bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, Jérôme. De rien, Jérôme de rien. Soligny, merci De rien, de beaucoup. rien. Merci à vous.